L'avocat et leader du parti politique Le Front Républicain est l'invité du grand jury ce dimanche. Face à Mamoudou Ibra Kane, Maître Ousmane Seye, membre de la mouvance présidentielle, va aborder les sujets relatifs au procès de Khalifa Sall et aux institutions de la République. Les avocats de l'État et leurs honoraires, le dialogue politique avec la nomination de l'ancien ambassadeur Seydou Nourouba, l'élection présidentielle de 2019, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass 10 jours après son inauguration, toutes ces questions seront au menu du grand jury. Maître Ousmane Seye, Mamoudou Ibra Kane, 11h, 12h, sur la radio de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Maître Ousmane Seye, bonjour. Bonjour Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation pour vous présenter aux auditeurs. Vous êtes avocat, leader du parti Le Front Républicain, coalition pour l'émergence Tahaoui Sénégal, membre de la mouvance présidentielle. Vous êtes aussi vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales dirigé par Ousmane Tanor Dieng. Les internautes vous ont posé des questions à travers les réseaux sociaux. Ils continueront à réagir avec le hashtag Grand Jury RFM ou directement via notre application GFM et vous, disponible sur Android et Apple Store. Fausse ouverture d'abord, 17 décembre 62, 17 décembre 2017, cela fait 55 ans qu'avait eu lieu la crise de 1962, comme on a coutume de l'appeler, avec la rupture entre Senghor et Dia, suivi de l'emprisonnement du président du Conseil d'alors, équivalent de Premier ministre, accusé de tentative de coup d'État. Quel souvenir gardez-vous de cette crise 55 ans après? Merci Mamadou. Je dois d'abord vous remercier de m'avoir invité encore une fois de plus à votre prestigieuse émission Le Grand Jury, écoutée à travers le monde entier. Merci. Et je salue effectivement vos auditeurs de la RFM. Et vous avez évoqué aujourd'hui l'anniversaire de cette grande crise politique qui a mis fin au régime parlementaire au Sénégal en 1962. Et qui a mis fin aussi à la primauté du parti sur l'État. Et je crois que c'était là le nœud du problème. Mamoudou Dia, en tant que président du Conseil, voulait toujours faire prévaloir la primauté du parti sur l'État. Et à un certain moment donné, Senghor s'est rebellé à l'occasion, je crois, d'un vote, d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Et il y a certains députés qui se sont opposés à ce vote-là. Et je dois dire qu'une partie des députés est allée chez Lamine Gueye, la maison de Lamine Gueye, qui est aujourd'hui la maison des avocats. Et oui. Qui a été donnée, c'est Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, qui a donné cette maison aux avocats. Et aujourd'hui, c'est la maison de l'avocat. C'est là où loge le conseil de l'ordre des avocats et le bureau du bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est là où les députés ont voté finalement la motion de censure contre Mamoudou Dia. Mamoudou Dia a été accusé d'avoir tenté d'attenter à la sûreté de l'État, a été jugé et condamné. Avec 47 députés qui étaient présents ce jour-là sur 80 à l'époque. Absolument, les Waltiotonia et autres ont été tous condamnés sous le régime de Senghor, qui a changé la Constitution à partir de cette crise, la Constitution de 62, pour adopter une autre constitution qui nous vaut le régime présidentiel que nous vivons jusqu'à présent. Est-ce que ce n'est pas un peu simpliste que de dire, en fait, l'explication de cette crise, c'était que Mamoudou Dia prônait la primauté du parti sur l'État? Est-ce que ce n'est pas trop simpliste? Est-ce que le problème de fond, ce n'était pas une répartition des pouvoirs entre les deux têtes de l'exécutif? Parce que le président du Conseil avait l'essentiel des pouvoirs quand même. Effectivement, et le président de la République, à la limite, se contentait d'inaugurer les chrysanthèmes. C'était ça l'essence du régime parlementaire. L'essentiel des pouvoirs était concentré par le président du Conseil, qui était le président du parti et qui avait le parti. C'est ça le régime parlementaire. C'était un pouvoir qui se repose sur les partis. Et à un certain moment donné, il y avait d'ailleurs une dualité au sommet entre Mamoudou Dia et Senghor. Et Senghor sentait que le pouvoir lui échappait. Et il n'avait pas la même vision politique. Vous savez que Mamoudou Dia, je peux dire entre parenthèses, il était un peu populiste. Et Senghor aussi a été élu, hein.
On disait surtout qu'il était rigoureux. Oui, il était très rigoureux, très ferme sur les principes. Hein, et il avait un programme, une vision qui était claire. Il était d'abord vraiment, si je peux m'exprimer ainsi, anticolonialiste. Il voulait un développement qui se repose sur nos valeurs propres, sur nos ressources propres. Et Senghor, vous savez, il avait une éducation un peu coloniale et néocoloniale, et donc il y avait une opposition de vue, de gouvernance entre Senghor et Mamadou Dia. Et comme Mamadou Dia avait le parti, avait l'Assemblée nationale, il avait plus de pouvoir que Senghor. Et c'est à partir du moment qu'on a effectivement inventé cette crise politique. Oui, et c'est pour ça qu'il disait qu'il n'avait pas besoin de faire un coup d'État, parce qu'il avait le pouvoir. C'est Mamadou Dia qui avait le pouvoir. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire un travail consistant à réhabiliter un peu davantage Mamadou Dia? Parce que Senghor marque tous les esprits. Senghor, c'est Senghor. Mais est-ce que Mamadou Dia n'est pas quelque part victime d'une injustice aussi? Je considère que Mamadou Dia, c'est un grand patriote. Et je crois qu'il doit être réhabilité, mais pas sur le plan institutionnel, sur le plan de sa pensée, sur le plan de sa vision. Parce que Mamadou, je ne vous le cache pas, moi je préfère le régime présidentiel au régime parlementaire. Parce que la démocratie, le Sénégal c'est un pays démocratique certes, mais je crois que le régime parlementaire c'est un régime de parti. Et on n'est pas à l'abri de certaines crises politiques avec le régime parlementaire, de crises institutionnelles. Et il nous faut un régime présidentiel, mais avec une vision fondée sur des valeurs qui nous sont propres, une économie fondée sur nos propres ressources, comme l'autosuffisance alimentaire proposée par le président de la République, mais il faut aussi qu'on tende à l'autosuffisance en tout, et puis qu'on réhabilite nos propres valeurs. J'y reviendrai d'ailleurs au cours de notre émission, parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays, et qu'on doit revoir, qui sont vraiment contraires à nos propres valeurs. Et pour qu'on puisse se développer, il faut qu'on se fonde sur nos propres valeurs. On ne peut pas se développer à partir des valeurs d'autrui. Est-ce que ce n'est pas une des leçons qu'il faut tirer justement des événements de 62? Mais bien sûr, je crois que notre problème, nous, Africains, Sénégalais en particulier, c'est que nous n'avons pas l'habitude d'évaluer l'histoire. Nous n'avons pas l'habitude d'évaluer les projets, les réalisations, etc. À un certain moment donné, quand vous initiez quelque chose, une politique sur un domaine déterminé, à un certain moment donné, il faut s'arrêter, évaluer et dégager des perspectives. Ce n'est pas notre cas, malheureusement. Alors, en évoquant la crise de 62, on ne peut pas s'empêcher de relever que le 20 décembre, dans 3 jours, ce sera l'anniversaire du décès du président Senghor. Et puis au mois de janvier, ce sera l'anniversaire de la disparition de Mamadou Dia, il me semble le 25 janvier. Voilà, c'est l'histoire du Sénégal. Oui. Nous allons passer à un autre point d'actualité, c'est le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall. Il devait être ouvert jeudi dernier, il a été renvoyé au 3 juin 2018 avec l'année nouvelle qui commence. Quelle réflexion vous inspire ce dossier, Maître Ousmane Seye, en tant qu'avocat d'abord? Oui, en tant qu'avocat, je ne peux pas me pencher trop, parce que je ne suis ni avocat de l'État, ni avocat de Khalifa Sall dans cette affaire, mais je suis citoyen sénégalais. Je n'ai pas voulu me constituer ni pour Khalifa Sall, ni pour l'État du Sénégal. Et je suis un acteur politique et je préfère être un peu neutre, bien que c'est difficile, mais je ne parlerai que des faits sur le plan juridique, sur le plan technique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup d'intoxication dans cette affaire-là. Mais je vais essayer de dépouiller tout et de dire exactement ce que disent les textes. On parle déjà de procès politique. Mamadou, je crois qu'un procès politique, il concerne une personnalité politique avec des faits politiques, des délits politiques, jugés par des juridictions politiques. Ce n'est pas d'abord possible au Sénégal. On parle de fonds politiques, justement. Oui. Est-ce que ce n'est pas cela qui fait que il n'y a certains pas, pensent que c'est un procès politique? Le fonds politique n'est pas un langage juridique. On parle de fonds spéciaux et non pas de fonds politiques d'abord. Et ensuite, au Sénégal, il n'y a pas de délit politique. Il n'y a pas non plus de juridiction politique. Même la haute cour de justice n'est pas une juridiction politique. Alors, ce procès concerne effectivement, par contre, il faut le reconnaître,
une personnalité éminemment politique. C'est M. Khalifa Sall, qui est un homme politique, qui appartient à un parti politique, qui est le maire de Dakar. Mais on lui reproche quoi? On lui reproche des faits. Vous savez, le tribunal ne juge pas des personnes, ne juge pas des individus. Un tribunal n'est jamais saisi in rem. Et il n'est jamais saisi plutôt in personam. Il est saisi in rem. C'est-à-dire qu'un tribunal, on ne lui demande jamais de juger la personne de Mamadou, de juger la personne de Khalifa Sall, ses activités politiques, ses ambitions politiques. Ça n'intéresse pas le tribunal. Le tribunal est saisi in rem, c'est-à-dire des faits précis, prévus par le code pénal. Tout fait qui n'est pas prévu par le code pénal, le tribunal correctionnel ne peut pas en connaître. Alors qu'est-ce qu'on reproche à M. Khalifa Sall? C'est des faits prévus par le code pénal. C'est les délits, de détournement de deniers publics, des délits d'escroquerie portant sur des fonds publics, le délit de faux, usage de faux, le délit de blanchiment d'argent. Cela veut dire qu'à l'occasion du procès, vous n'entendrez jamais, par exemple, le juge poser des questions à Khalifa Sall relatives à ses fonctions politiques, relatives à ses ambitions politiques, relatives à ses activités politiques. Les questions du juge porteront sur l'escroquerie. Est-ce que vous avez escroqué? Est-ce que vous avez détourné? Est-ce que la caisse d'avance, c'est des fonds politiques ou non? Voilà les questions qu'on va poser à M. Khalifa Sall. Et je crois que on ne peut pas dire que ces faits, c'est des faits politiques. C'est des faits du droit commun. Donc je crois qu'il ne faut plus parler de procès politique. Il ne peut pas avoir de procès politique. C'est le tribunal correctionnel qui est une juridiction de droit commun qui va juger M. Khalifa Sall. Donc c'est un procès comme tous les autres procès, et reposant sur des faits réels qui sont là, qui sont reprochés à M. Khalifa Sall. Et M. Khalifa Sall aura l'occasion, dans une audience publique, où il y a le ministère public, qui sera seul d'ailleurs, le procureur de la République, qui va essayer d'asseoir son accusation avec des preuves. Il y aura M. Khalifa Sall, entouré du nombre d'avocats qu'il veut, qui vont essayer de prouver l'innocence de M. Khalifa Sall. Il y aura les journalistes, il y aura le public, c'est une audience publique, et une décision rendue au nom du peuple sénégalais sera faite par non pas un seul juge, mais par 3 juges. Il n'y a pas un juge qui va juger Khalifa Sall, ils sont 3. Et vous savez, Khalifa Sall, des fois, M. Mamadou, des fois j'entends les gens parler de l'indépendance de la justice, mettre même en cause certaines décisions rendues par les juges. Mais les juges ne sont pas au-dessus des lois. Si un juge rend une décision qui ne semble pas être conforme à la loi, mais l'avocat a des possibilités de recours, même contre le juge. Si on soupçonne que le juge n'est pas impartial, il y a des voies de recours qui sont ouvertes pour permettre à un avocat ou bien à la personne poursuivie d'exercer des recours même contre le juge. Donc qu'on cesse de parler de procès politique, on cesse de parler de juge politique, de juge non indépendant. Justement, Maître Ousmane Seye, est-ce que cette façon de raisonner n'amène pas ceux qui vous écoutent un peu à être naïfs? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire, écoutez, il n'y avait rien de politique dans la crise de 62, rien de politique dans la crise entre le président Abdoulaye Wade et son ancien premier ministre Idrissa Seck, rien de politique dans la convocation à la police de Macky Sall du temps du règne du président Abdoulaye Wade, rien de politique dans toutes ces affaires dans lesquelles des personnalités politiques de premier plan étaient parties? Non. Est-ce que ce n'est pas une façon naïve de voir les choses? Non, je dis qu'il ne peut pas avoir de procès politique au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de délit politique, il n'y a pas de juridiction politique. Que les tribunaux ne jugent que des faits qui sont prévus par le code pénal. Et même si des poursuites sont déclenchées, engagées contre des personnes pour des faits politiques, souvent le juge il relaxe ces personnes. Vous avez évoqué le problème du président Macky Sall qui a été convoqué à la police. L'affaire s'est arrêtée là. Vous avez évoqué le problème de Idrissa Seck qui a été poursuivi. Et finalement, il a obtenu un non-lieu. Parce que les juges peut-être ont estimé qu'il y avait de la politique dans l'affaire. À chaque fois
Vous savez qu'on peut déclencher des poursuites pour plusieurs raisons, même pour des raisons politiques. Mais il faut faire confiance à la justice. Vous êtes en train de dire que si un juge s'aperçoit qu'il y a dans un dossier une volonté de règlement de compte ou de liquider un adversaire politique, le juge, il peut aussi réagir et rétablir la vérité des choses, remettre leurs choses à leur place. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça que je dis, je l'assume, je le confirme. Parce que vous savez, on ne peut pas poursuivre quelqu'un sur la base de faits politiques ou de faits qui ne sont pas prévus avant que ces faits ne soient commis par le code pénal. Le code pénal n'est pas la religion, n'est pas la Bible, mais prévoit tout. Tout ce que vous puissiez reprocher à quelqu'un sur le plan pénal, il faut que ces faits soient prévus par le code pénal. Il faut que les articles soient précis. Et quand le juge rend la décision, il faut que le juge, s'il condamne, il vise un texte précis du code pénal pour dire « je me condamne » sur la base de ce texte-là, parce que les faits que vous avez commis sont prévus par ce texte et c'est condamné par tel article. S'il vous relâche, il vous dit « je vous relâche » parce que les faits pour lesquels vous êtes poursuivis ne sont pas prévus par le code pénal et il n'y a aucune disposition pénale qui me permet aujourd'hui d'entrer en voie de condamnation contre vous. Donc c'est très simple. Que répondez-vous à ceux qui ont la conviction que Khalifa Sall sera condamné parce qu'ils estiment que c'est un dossier politique? Mais c'est des devins. On ne peut pas préjuger quand même d'une condamnation sans que le procès soit ouvert. Ils ont tort de le penser. Mais bien sûr que c'est leur propre imagination. C'est eux qui ont des positions politiques. Mais c'est pas le tribunal. Le tribunal est là, avec le procureur qui poursuit, à décharge d'ailleurs, avec des juges qui sont là, avec des pièces. On juge sur pièces. Sur la base de témoignages et sur la base de la conviction du juge, mais tout fondé sur le texte. Nous sommes en matière pénale. Tout doit être prévu par les textes. Aujourd'hui, on poursuit M. Khalifa Sall sur la base des articles de 152 du Code pénal, détournement de deniers publics, 379, escroquerie, 132 et suivants, faux, usage de faux. C'est précis. On vous dit que vous avez utilisé blanchiment par une loi sur le blanchiment d'argent. Ça, ce sont des faits précis. Et on ne vise pas les articles, mais on vise des faits. En disant que ces faits s'analysent comme les délits de détournement de deniers publics, de faux, d'usage de faux, d'escroquerie. Répondez à ça. Il n'y a rien de politique. Et la personne doit dire, moi je n'ai pas commis d'escroquerie parce que c'est cela. Parce que voilà des pièces qui attestent que j'ai pas produit de fausses pièces. J'ai pas fait des manœuvres frauduleuses pour soutirer de l'argent. Voilà comment on se défend. Expliquez-nous d'ailleurs un peu, pour ces éléments de procédure, question naïve, pourquoi c'est M. Khalifa Sall qui est accusé, qui doit justifier son innocence et non le contraire? Parce qu'il y a un principe de droit que vous avez bien appris, c'est c'est au demandeur de prouver la culpabilité du défendeur. Oui, vous savez, le procureur de la République qui poursuit, il poursuit sur la base d'un document. Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je sais que la base des poursuites contre Khalifa Sall et ses complices, c'est le rapport de l'inspection générale d'État, qui a fait une enquête, qui a demandé quand même l'ouverture d'une information judiciaire. La police, qui a été saisie par le procureur, a fait une enquête, qui a été remise entre les mains du procureur. Si le procureur a apprécié à partir de ces éléments qu'il y a lieu de poursuivre Khalifa Sall, mais il ne peut pas le juger, le procureur, il ne le juge pas. Il dit, j'ai des éléments, des indices, comme on dit, concordants, précis, qui me prouvent que telle personne, tel prospère a commis tel délit, tel délit. Donc je demande qu'on approfondisse l'enquête. Il remet le dossier à un juge d'instruction. Oui. Et le juge d'instruction ouvre ce qu'on appelle une information. Oui. Il faut faire la différence d'ailleurs entre les actes de poursuite, les actes d'information et les actes de jugement. C'est important dans le cas de Khalifa Sall. J'y reviendrai. Oui, non, allez-y, puisque vous en parlez. Allez-y. Oui, parce que en parlant de la levée de son immunité parlementaire, qui comporte deux aspects, l'inviolabilité et l'irresponsabilité, il faut écarter d'abord
l'irresponsabilité en ce qui concerne l'immunité parlementaire. Parce que les députés qui bénéficient de l'immunité parlementaire relative à l'inviolabilité, c'est un député qui est élu et qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dans l'hémicycle de l'Assemblée ou en mission, émet des opinions. Là, la loi le protège. Ce député ne pourra jamais être poursuivi pour les opinions émises dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas le cas de M. Khalifa Sall. Quand on a déclenché des poursuites contre lui, il n'était pas député. Donc, il ne peut pas bénéficier de l'irresponsabilité relative à l'immunité parlementaire. L'inviolabilité dont on parle, on dit que l'inviolabilité de son immunité parlementaire devait aboutir à sa libération conditionnelle. Mais non, Mamadou, parce que il faut savoir que le pouvoir législatif est un pouvoir, le pouvoir judiciaire est un autre pouvoir. L'inviolabilité ne peut pas conduire à la libération parce que M. Khalifa Sall est mis sous mandat de dépôt sur la base du code pénal et du code de procédure pénale. Je vous lis par exemple les dispositions de l'article 139 du code de procédure pénale. Sur les réquisitions dûment motivées du ministère public, le juge d'instruction est tenu de décerner mandat de dépôt contre toute personne inculpée de l'un des crimes ou délits prévus par les articles 56 à 100 et 255 du code pénal. M. Khalifa Sall est poursuivi sur la base d'un article 152, 132, etc. Donc complet. Donc, si le procureur requiert le mandat de dépôt, obligatoirement le juge d'instruction le met sous mandat de dépôt. Mais quelles sont les conditions pour que Khalifa Sall maintenant obtienne la liberté provisoire? Il n'est dit nulle part, ni dans la Constitution, ni dans une loi quelconque, que quelqu'un qui acquiert la qualité de député doit être libéré parce qu'il a acquis la qualité de député. Au contraire, voilà ce que dit l'article 144 quand on est mis sous mandat de dépôt pour le délit de détournement de deniers publics. L'article dit, à l'encontre des personnes poursuivies par application des articles 152, c'est le détournement de deniers publics, à 155 du code pénal, le juge d'instruction délivre obligatoirement mandat d'arrêt si l'inculpé est en fuite, mandat de dépôt lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1 million de francs et ne fait pas l'objet d'un remboursement ou de cautionnement de son intégralité ou d'une contestation sérieuse. Dans les cas ci-dessus, où les mandats d'arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné main levée que si au cours de l'information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du manquant. Voilà la seule condition où Khalifa Sall peut être libéré. Il y a une seule exception, et l'alinéa 2 le dit, il n'y a d'exception aux dispositions des 2 premiers articles que si, selon le rapport d'un médecin commis en qualité d'expert, l'état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention. Alors, je vous dis donc... 2 choses, si vous permettez, parce que nous sommes dans une émission... Non, je vais simplement compléter. Oui. Alors ça, voilà les conditions dans lesquelles M. Khalifa Sall a été mis sous mandat de dépôt, et voilà les conditions prévues par la loi pour qu'il soit libéré. La seule exception qui pouvait être faite, c'est que c'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui le prévoit, oui, en disant que quand un député est mis sous mandat de dépôt, seule l'Assemblée nationale peut requérir sa libération. Mais ce n'est même pas possible dans le cas de Khalifa Sall. Parce que voilà ce que dit l'article 51, alinéa 3. La poursuite d'un député ou sa détention, du fait de cette poursuite, est suspendue sur l'Assemblée le requiert. Or, quand on arrêtait Khalifa Sall, quand on déclenchait les poursuites, il n'était pas député. C'est pas l'Assemblée nationale qui a autorisé les poursuites. C'est le procureur de la République. Dans ce cas, comme l'Assemblée nationale n'a pas autorisé sa poursuite, l'Assemblée nationale ne pouvait même pas requérir sa libération. Deux choses. D'abord, comment peut-on lever l'immunité parlementaire de Khalifa Sall sans au préalable l'avoir entendu?
lui avoir permis d'être défendu au besoin, parce qu'il peut demander à être défendu. Cela n'a pas été fait. Et puis, on a toujours nié son immunité parlementaire pour finir par la reconnaître. D'abord, ce premier point. Merci. Avant de parler du cautionnement. Oui, Mamadou, la Cour suprême avant-hier a rendu un arrêt qui règle tous ces problèmes-là. Je demande aux uns et aux autres, avant d'intervenir quand même, on va y aller très vite. Aux décisions. On va y aller très vite. Vous savez, le problème de Khalifa, c'est qu'au moment de son interpellation, du déclenchement des poursuites, il n'était pas député. Oui, ça vous l'avez déjà dit. Donc, on n'avait pas besoin de lever son immunité parlementaire parce qu'il n'en avait pas. Oui, après il est élu député. On avait commencé par dire, l'ancien ministre de la Justice, Sidi Kaba, avait dit qu'on ne pouvait pas faire prévaloir l'immunité parlementaire. Mais les choses ont évolué, on lui a reconnu une immunité parlementaire qu'on a fini par lever sans l'avoir entendu. Comment cela a pu se faire? Attendez, l'immunité parlementaire ne rétroagit pas. C'est-à-dire que quand M. Khalifa Sall a été arrêté, il n'avait pas d'immunité parlementaire. Il n'était pas arrêté en tant que député. Il n'est pas arrêté pour des faits commis à l'exercice de ses fonctions de député. Il est arrêté pour des faits prévus par le code pénal et le code de procédure pénale. Essayons d'évoluer. Toujours est-il que l'immunité parlementaire lui a été reconnue, elle a été levée sans au préalable l'avoir entendu. Répondez à ma question. Non, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Mais répondons. Oui, parce que j'y viens. Oui. Donc voilà quelqu'un qui n'est pas député, qui n'a pas commis des faits relatifs à sa qualité. Il est devenu après. On ne va pas perdre tout notre temps dans cette émission sur ce sujet. Il est arrêté député. Il est devenu député. Oui. Les poursuites sont terminées. L'acte de poursuite est terminé quand M. Khalifa Sall a acquis la qualité de député. Il était en information. Et dans ce cadre, la loi dit, ce n'est même pas là, c'est la jurisprudence dit, parce que ça s'est passé en France. Avant 95 en France, et l'arrêt de la Cour suprême l'a confirmé, on n'avait même pas besoin de demander son unité parlementaire. Parce qu'il n'était pas député. Les faits pour lesquels on a déclenché les poursuites, on les a déclenchés, ces poursuites, sans qu'il soit député. Mais, conformément à une jurisprudence en France depuis 1995, on dit dès l'instant qu'il a acquis au cours de l'information la qualité de député, pour que le juge puisse poser un autre acte, il faut qu'on lève son unité parlementaire. Oui, c'est pourquoi je veux qu'on aille très vite. Pourquoi on a levé son unité parlementaire sans l'avoir au préalable entendu et lui donner la possibilité de se faire assister. Alors, vous parlez de deux choses différentes. Parce qu'il faut qu'on aille vite, maître, s'il vous plaît. Parce que nous avons une émission où il y a plusieurs sujets. J'ai bien peur qu'on perde tout notre temps sur ce point. Vous voulez me faire dire des choses que je n'ai pas dites. C'est-à-dire son unité parlementaire est régulièrement levée. Maintenant, pour que l'immunité parlementaire soit levée, il y a des préalables prévus par la loi, par la Constitution. C'est une commission ad hoc qui doit être formée et qui doit entendre M. Khalifa Sall. Oui, on a suivi, on a mis sur pied la commission ad hoc. La commission ad hoc, l'article 51 dit que la commission ad hoc doit entendre le député. Oui, d'accord, maître. Attendez, attendez-moi. Il faut qu'on gagne du temps, parce que tout ça, l'opinion le sait. Il y a non, permettez-moi, Mamoudou. La loi dit, la Constitution dit, le règlement intérieur de l'Assemblée dit, la commission ad hoc doit entendre le député, éventuellement assisté de son conseil. Oui. Point. On n'a pas dit que le député doit être libre. Non, si le député est ma question n'est pas à ce niveau. J'ai dit pourquoi son immunité a été levée sans qu'il ne soit préalablement entendu et sans qu'on lui ait donné la possibilité de se faire assister. C'est ce que j'ai dit. Oui. La commission ad hoc doit entendre le député. Oui. Même si le député est sous mandat de dépôt, on entend le député sous mandat de dépôt. Cela n'a pas été fait. Pourquoi cela n'a pas été fait? Parce que simplement, d'après les informations que j'ai eues, on a remis à M. Khalifa Sall une convocation pour lui dire que la commission ad hoc viendra vous entendre à 17h. Il a refusé d'être entendu, il a refusé de prendre en prison. Mais oui, mais tous les jours on entend des personnes en prison qui sont sous mandat de dépôt. La commission ad hoc qui va le juge dans une prison pour entendre un député. Mais oui, bien sûr. La commission, mais l'Assemblée nationale est un pouvoir comme le pouvoir judiciaire. Alors quand vous refusez d'être entendu, mais on en prend acte, on délibère, on fait une résolution. On saisit la plénière de l'Assemblée nationale qui statue. Très bien. Maintenant, la question du cautionnement. Pourquoi, à votre avis, la demande de cautionnement de M. Khalifa Sall a été rejetée? Mais c'est la loi.
Je vais vous dire ce que dit l'article 134 du Code de procédure pénale. L'article 134 dispose, parce que tout ça, c'est régi par des textes. Quand on cite les textes, parce que moi j'entends beaucoup de personnes parler sans citer les textes. Tout est prévu par les textes. L'article 134 dispose, dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces. Il sera fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l'inculpé, le prévenu ou l'accusé. Le montant en sera, suivant la nature de l'affaire, déterminé par le juge d'instruction, le tribunal ou la cour. Donc la loi dit expressément, pour cautionner, pour avoir la liberté provisoire, il faut fournir des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est ça ce que la loi dit. Donc le juge n'a fait qu'appliquer la loi. Et je dois dire... Pourtant, on a donné des cas précédents écoutez, où ceux qui ont demandé le cautionnement ont eu à déclarer également des biens immobiliers. C'est possible, mais vous savez, la décision... C'est possible. Et pourquoi on a accepté pour ces personnes ce qu'on vient de refuser? Comparaison n'est pas toujours raison en justice. Vous savez, un juge d'instance, oui. La décision que prend un juge d'instance ne peut servir de jurisprudence que cette décision, si cette décision est confirmée en appel et devant la Cour de cassation. Mais la décision qui est prise par un juge peut être remise en cause par un autre juge. Et je dois dire la vérité, rendre à César. Le doyen des juges, M. Sambassal, n'a jamais accepté un cautionnement réel. Moi, je l'ai saisi à plusieurs reprises pour cautionner des immeubles dans des cas pareils. Il a toujours rejeté. Il dit qu'il n'accepte que des cautionnements en espèces, conformément à l'article 130. En espèces ou en chèque, il y aurait eu même le cas de quelqu'un qui a déposé un chèque en bois de 2 milliards. Mais est-ce qu'il vous a montré le chèque en bois? Il y aurait eu, c'est pourquoi je prends des temps. C'est pour ça que je prends des temps. Moi, si vous êtes mieux informé que moi, allez-y. Si vous êtes mieux informé que moi, allez-y. Je vous ai dit. Allez-y. Le cas de cette personne qui aurait déposé un chèque en bois. Je ne peux pas parler de ce cas parce que je ne connais pas ce cas. Si on m'avait donné l'ordonnance de consignation avec des chèques en bois, je me prononcerais. Mais moi, j'évite de me prononcer sur des candidatons. Et il y en a beaucoup dans ce pays-là. Moi, je considère que la décision du juge, comme je vous l'ai dit dès le début, est fondée sur un texte prévu par le Code de procédure pénale, c'est l'article 132. C'est tout. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Grand Jury qui reçoit Maître Ousmane Seye. Je reviens à une question très simple par rapport à la preuve. Qui doit donner la preuve? Le principe de base, c'est le demandeur qui apporte la preuve de ses allégations. Parce que quand il accuse quelqu'un, plus simplement vous dites que quelqu'un vous a volé votre poulet, vous devez apporter la preuve qu'il a réellement volé. Et non lui demander, prouver, excusez-moi, je termine mon raisonnement. Et non que lui, il apporte la preuve qu'il n'a pas volé le poulet. Est-ce que dans le cas de Khalifa Sall, du dossier Khalifa Sall, on assiste à un renversement ou un inversement de la charge de la preuve? Non. La procédure initiée contre Khalifa Sall, c'est ce que l'on appelle chez nous une procédure de droit commun. Vous savez, le système de preuve de droit commun au Sénégal, c'est le système accusatoire. C'est le procureur de la République qui poursuit et qui a des pièces, des preuves de sa poursuite. Et qui doit apporter la preuve de sa culpabilité. Absolument. Le procureur apporte devant le tribunal les preuves de la culpabilité et la personne poursuivie, le prévenu, doit apporter la preuve de son innocence. Et le tribunal tranche. Alors, est-ce que vous pensez, suivant votre expérience, que tout peut arriver, que Khalifa Sall peut être condamné, mais qu'il ne faut pas non plus exclure qu'il puisse être relaxé? Jusqu'à présent, Khalifa Sall bénéficie de la présomption d'innocence. Il peut être condamné comme il peut être relaxé. Ça dépend des preuves qu'il apportera aux faits pour lesquels il est poursuivi. Il est poursuivi pour des faits précis. Détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des fonds publics, blanchiment d'argent, faux et usage de faux. S'il apporte des preuves devant le tribunal publiquement qu'il n'a pas commis ces faits, mais le tribunal le relaxe. Si maintenant il est incapable d'apporter de telles preuves, mais le tribunal va entrer en condamnation. C'est aussi simple que cela. Question d'auditeur Gaston Madera, qu'on connaît très bien. Merci Mamoudou et salutations à ton invité. 2 questions. Qu'est-ce que les maires font de leur caisse d'avance? Première question. Khalifa Sall serait-il le seul cas?
Demba Sissao, Maître Sey, ne pensez-vous pas que le feuilleton judiciaire de l'édile de Dakar est en train de ternir l'image du Sénégal avec son internationalisation? J'ai fait allusion à la récente déclaration du maire de Paris. En d'autres lieux, en tant que maire d'une aussi importante ville comme Dakar, ne pouvait-on pas lui accorder une liberté provisoire ou sous caution en attendant le procès, comme ça s'est produit dans bien des cas au Sénégal et ailleurs, comme le cas de l'ex-ministre des Affaires étrangères, il ne l'a pas nommé, je ne sais pas de qui il parle. Est-ce qu'il fait allusion à Cheikh Tidiane Gadio aux États-Unis? Probablement c'est le cas. Enfin, Elhadji Falilou Ndiaye, est-ce que messieurs Mamadou Diop et Pape Diop, tous deux anciens ministres, anciens maires de Dakar, ne seraient-ils pas dans une logique de politique politicienne en affirmant qu'ils utilisaient la caisse d'avance de la même manière que faisait Khalifa Sall, sinon qu'attendrait la justice pour s'autosaisir? D'abord, Gaston Madera. Oui, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que les maires font de leur caisse d'avance? Khalifa Sall serait-il le seul cas? Bon, la caisse d'avance d'abord, est réglementée par un décret de 2003. Je demande aux citoyens de se reporter à l'exposé des motifs de ce décret qui a été pris par M. Abdoulaye Wade 2 ans après son élection. Parce qu'il avait considéré que la caisse d'avance était utilisée à des fins politiques. C'était la prévarication, c'était un détournement, on en faisait n'importe quoi. C'est dans l'exposé des motifs. Il a dit il faut arrêter ça. La caisse d'avance, c'est des deniers publics. Donner aux maires pour leur permettre de faire face à des dépenses urgentes, à des menues dépenses, comme le dit le décret. Et la caisse d'avance est organisée. Tous les maires n'en ont pas. 30 millions par mois. Non, c'est pas fixé le montant. C'est-à-dire... Mais ici, quand même, on a parlé de 30 millions par mois. Oui. Qu'on a cumulé pendant une période et qui aurait donné 1,8 milliard. C'est ça. Oui. C'est-à-dire l'enquête a été faite de 2011 à 2015 et on a constaté que chaque mois, on décaissait 30 millions pour acheter du riz et du mil. Bon, maintenant, je ne rentre pas dans les détails. Tout le monde sait ce qu'il est devenu de cette commande de riz et de mil. Mais en tout cas, je parle... Vous savez, vous? Mais toute la presse l'a dit. Le magasinier a dit qu'il n'a jamais reçu de riz ni de mil, non? Tout à l'heure, vous me disiez, faites attention à ce que les gens disent quand j'ai fait allusion à ce fameux chèque en bois. Oui, mais vous savez, dans l'affaire de pourtant, c'est la presse qui en parle. Vous n'y croyez pas, mais cette fois-ci, vous croyez à ce que la même presse dit sur... non. Mais oui. Est-ce qu'on a accès à... Dans l'affaire de on a accès vraiment au dossier? Il y a des procès-verbaux qui sont sortis ça et là. Qui sont sortis. Oui, ça et là, oui. Moi, j'ai lu dans les procès-verbaux comme vous l'avez lu. Quand c'est arrivé à Tchorsek, je me dis, mais ne vous en faites pas. C'est arrivé aujourd'hui à Tchorsek, c'est pas sanctionné. Ça arrivera à d'autres. Moi, je l'ai lu comme ça, des procès-verbaux dans la presse. Très bien. Les déclarations des uns et des autres. En tout cas, la caisse d'avance est réglementée par un décret de 2003. C'est pour faire à de menues dépenses. C'est un arrêté du maire qui dit que je vais faire une caisse d'avance pour faire face à de menues dépenses et il faut que cet arrêté d'ailleurs soit homologué par le ministre des Finances. Khalifa Sall serait-il le seul cas dans cette situation? Il y a eu un rapport de l'inspection générale d'État. Oui, il y a, mais vous savez, l'inspection générale d'État... Il ne faudrait pas déclassifier tous ces rapports? Non, c'est pas un problème de déclassifier. De toutes les façons, il n'y avait pas seulement la mairie de Dakar qui était inspectée, il y avait 7 collectivités locales. Il y avait la mairie de Dakar, il y avait la mairie de Fatick, de Kaolack, de Saint-Louis, de Pékin, de Guédiawaye, qui ont été inspectées en même temps que Khalifa Sall. Oui. Et il y a des recommandations qui ont été faites par l'inspection générale d'État. En ce qui concerne M. Khalifa Sall, l'inspection générale d'État a demandé l'ouverture d'une information judiciaire. Et là, Diouf, devant ce micro, dimanche dernier, a dit non. L'IGE n'a jamais demandé de poursuite. Je confirme. Moi, je ne suis pas là pour répliquer ou bien pour dire ce que j'ai dit. Tout le monde sait que moi, je ne raconte pas d'histoire. Je confirme, je l'assume. Et l'histoire est là pour le démontrer après. Que l'inspection générale d'État a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre Khalifa Sall. Pour les autres. D'où l'importance. Oui, pour les autres. Pour les autres, on a demandé à des maires qui sont Benno Bokk Yakaar, mais d'être poursuivis par la Cour de discipline budgétaire parce qu'ils ont fait des fautes de gestion, etc. Et alors? L'enquête est en cours. Il n'y a pas de poids, de mesure là. Il ne doit pas y avoir de poids et de mesure. D'après mes informations,
En tout cas, l'enquête est en cours concernant des maires même appartenant au parti APR et appartenant à Benno Bokk Yakaar. Pourquoi le dossier de Khalifa Sall serait plus urgent que leur dossier? Il n'y a pas d'urgence, c'est une enquête qui a été faite de 2011 à 2015. On a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Ceux qui sont traduits au niveau de la Cour de discipline budgétaire sont entendus par la Cour de discipline budgétaire, sont même peut-être condamnés, sont en train de rembourser. Et on n'en parle pas. C'est pour cela, Maître Ousmane Seye, quand on prône la bonne gouvernance et la transparence, parce que vous vous dites que des poursuites ont été demandées contre Khalifa Sall. Et je vous ai dit que Maître El Hadji Diouf conteste cela. Pourquoi on ne déclassifie pas le rapport par respect aux Sénégalais qui doivent savoir? Moi, je dirais mieux. Oui. Moi, je crois qu'il y a des rapports qui n'ont pas été transmis au niveau de Monsieur le Président de la République. Les rapports, par exemple, de l'OFNAC sont directement transmis au procureur de la République. Et maintenant, la loi... Ils ont également été remis au président de la République. Il y a certains rapports qui n'ont pas été remis au président de la République. Je ne peux pas dire ici pourquoi, mais certains rapports n'ont pas été remis au président de la République. Quels sont ces rapports? Mais on parle par exemple du rapport du directeur du COUD, je crois. Il a été remis directement au procureur de la République. Le président de la République n'a pas reçu ce rapport. Et moi, ça, je peux le confirmer. Et qui n'a pas encore bougé, le procureur de la République. Mais il faut demander au procureur de la République pour qu'il n'a pas bougé. Le procureur de la République a maintenant la possibilité de communiquer. Donc, moi, j'ai dit que tous les rapports qui ont été directement transmis au procureur de la République, le procureur de la République a toute la latitude de s'adresser à l'opinion pour leur dire pourquoi je poursuis, pourquoi je ne poursuis pas. Il y a l'opportunité de poursuivre. Demba Sissao qui dit, est-ce que l'image du Sénégal n'est pas en train de pâtir un peu de ce dossier Khalifa Sall? Et il dit d'ailleurs pourquoi il n'a peut pas bénéficier de liberté provisoire sur cautionnement. Que le système judiciaire américain n'est pas le même que le système judiciaire sénégalais. Aux États-Unis, tout peut s'acheter, même la liberté peut s'acheter. Si on poursuit pour n'importe quel délit, si vous cautionnez, le juge fixe un montant, si vous le cautionnez, vous pouvez être libre, provisoirement. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Vous savez, M. Khalifa Sall est une personnalité représentative. Et il est régulièrement domicilié. Il présente toutes les garanties de représentation devant la justice. Ça, personne ne peut le nier. Mais il se trouve qu'il est poursuivi pour un délit qu'on peut considérer comme un délit spécial. C'est le détournement de deniers publics, qui pose les conditions du décernement du mandat de dépôt contre celui contre qui on poursuit le délit de détournement de deniers publics et qui pose les conditions de sa mise à liberté provisoire. Je vous l'ai lu, la loi, l'article 140 dit, quand on vous poursuit pour le détournement de deniers publics, vous ne pouvez avoir la liberté que pour 3 conditions. Soit vous faites des contestations sérieuses, soit vous cautionnez l'intégralité en espèces des sommes, soit vous êtes malade. Ok. L'autre question, c'est qu'attendrait la justice pour poursuivre les anciens maires Mamadou Diop et Pape Diop? Est-ce que la justice est saisie? La justice ne peut pas, comme ça, poursuivre quelqu'un parce que on a dit quelque part qu'il a détourné. Ce n'est pas le. En fait, la question de l'auditeur, c'est que les 2 anciens maires ont fait des déclarations publiques disant qu'on ne doit pas poursuivre Khalifa Sall parce qu'ils ont utilisé la caisse d'avance dans les mêmes conditions. Sa question, pourquoi il ne devrait pas être poursuivi? Oui, vous savez. Sur la base des pouvoirs du procureur qui a aussi un pouvoir d'autosaisine, n'est-ce pas? Et qui est le maître des poursuites. Mamadou, je vous ai dit que la caisse d'avance a été réglementée par un décret de 2003. Vous savez que le détournement de deniers publics, il y a la prescription de 7 ans aussi. Je ne sais pas à quel moment ces faits ont été commis. Est-ce que ces faits sont prescrits ou ne sont pas prescrits? Est-ce que les déclarations des uns et des autres ne sont pas des déclarations purement politiques et politiciennes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour que la justice se saisisse, il faut des preuves, il faut des indices concordants et précis pour que la justice puisse s'autosaisir. Mais la justice ne peut pas saisir comme ça, parce qu'on a dit quelque part, moi j'ai fait la même chose, on me poursuit, on ne me poursuit pas, ça c'est trop facile. Maître Ousmane Seye, l'invité du grand jury, on va aller très vite parce que vous nous avez fait perdre beaucoup de temps sur l'immunité parlementaire, mais vous l'avez perdu sur votre temps de parole de toute façon. Très vite alors, les honoraires des avocats, vous avez été avocat de l'État, vous avez déjà perçu, vous, vos honoraires d'avocat de l'État dans le dossier, par exemple, Idrissa Seck, comme ça, puisque c'est vraiment ce dossier qui vous a rendu très très célèbre. Je dois dire que jusqu'à présent, l'État me doit des honoraires.
Sur ce dossier Sur d'autres. J'étais l'avocat de l'État. Oui. Et j'ai traité beaucoup de dossiers. Et jusqu'à présent, l'État me doit des honoraires exorbitants que je n'ai pas encore perçus. Ça, je dois le dire. Je ne peux pas le révéler parce que je ne connais pas votre salaire. Plusieurs millions. Je ne sais pas, mais en tout cas, l'État me doit des honoraires. Mon salaire, je ne peux pas l'évoquer. Vous, on parle de l'État. Ah, mais oui, c'est l'État qui le paye. Or, l'État. Moi, je suis dans le privé. Oui, les deniers de l'État doivent être rendus publics. Combien on vous doit? Non, je ne peux pas dire le montant, mais je dis que... Plusieurs millions. On me doit, en tout cas, de l'argent. Voilà, très bien. Des honoraires. Maintenant, vous savez... Et les avocats de l'État sur le dossier Karim Wade, vos confrères qui ont dit qu'ils n'ont pas été réglés jusqu'à présent? Bon, moi, je crois que le problème des honoraires avec le client, l'État est un client, mais c'est un client qui n'est pas ordinaire. Et les honoraires sont discutés librement entre les parties. Et s'il y a des problèmes, moi, ce que je peux suggérer, c'est que les avocats s'assoient autour d'une table avec l'État pour essayer d'arriver vraiment à un règlement amiable. Moi, je crois que c'est mieux. En tout cas, tout avocat qui travaille, qui est constitué, il a droit à des honoraires. Maintenant, les honoraires sont fixés librement entre les parties. À défaut, le bâtonnier fixe les honoraires. On peut aller jusqu'à la cour d'appel, mais je ne souhaite pas qu'il y ait un contentieux de ce genre entre l'État et ses avocats. Je crois que je demande donc à ce que l'État et ses avocats s'assoient autour de table et que toutes les parties soient raisonnables pour trouver quand même une solution amicale dans l'intérêt des parties. Et le bâtonnier a eu à dire ici, devant cette émission qui reçoit décidément tout le monde, il a dit que dans le même dossier Karim Wade, qu'il est au courant que l'État a réglé les avocats étrangers, notamment français. Et les avocats sénégalais n'ont pas été encore réglés. Une discrimination inadmissible, ça c'est les avocats qui l'ont accepté. Moi, je ne peux pas être avocat. L'avocat français n'est pas plus pertinent ni plus compétent que l'avocat sénégalais. Moi, je préfère de loin les avocats sénégalais parce qu'ils sont imbus du droit sénégalais, ils sont imbus des réalités sénégalaises. Et on ne peut pas mettre à côté des avocats sénégalais des avocats étrangers qu'on paye en priorité. C'est pas possible. Le dialogue politique, parce que vous avez une casquette politique, je rappelais tout à l'heure que vous êtes le leader du Front républicain, membre de la coalition Émergence Tahaou Sénégal et de la mouvance présidentielle. La nomination de Monsieur Dialogue, l'ancien ambassadeur Seydou Nourouba. Oui, vous savez, Mamadou, il est toujours bon de dialoguer et je crois que le dialogue même doit être permanent. Mais il y a certaines questions, certains thèmes qui doivent faire l'objet de dialogue afin d'arriver à des consensus. Comme quoi? Je pense au processus électoral, oui. Je pense au terrorisme par exemple, je pense à la vision du président sur le plan économique et social, je pense à l'éducation qui pose problème dans ce pays. Je pense à la santé. Ici, vous parlez de dialogue national. Oui, mais moi, je parle du dialogue politique là, en vue de l'élection présidentielle. Le processus électoral aussi peut oui. faire l'objet de dialogue. Et je crois que, vous savez, au sortir des élections législatives, il y a une certaine partie de l'opposition qui a critiqué le fonctionnement du processus électoral. Et c'est pourquoi le président de la République a pris sur lui la responsabilité de convoquer une concertation politique autour du processus électoral. Oui. Et ces thèmes sont importants. L'évaluation du processus de refonte partielle des listes électorales, l'audit du fichier électoral, les conditions de participation à l'élection présidentielle, la personnalité et l'autorité ou organe consensuel devant conduire le processus électoral, le rôle de la Sénat et du Sénat dans le processus électoral, l'organisation des élections locales, la rationalisation des partis politiques, le financement des partis politiques, le statut de l'opposition ainsi que du chef de l'opposition. Je crois que ce sont des thèmes importants. Et ceux qui ont critiqué le processus électoral devaient être les premiers à s'asseoir autour de cette table. Malheureusement, j'ai constaté qu'il y a des partis de l'opposition qui ont boycotté. Oui, cette partie de l'opposition qui dit qu'elle n'assiste pas à ces concertations, à ce dialogue sur le processus électoral. Donc, on ne peut pas aujourd'hui reprocher au président de la République d'avoir initié le dialogue, d'inviter au dialogue. Et les partis qui ont boycotté ont la lourde responsabilité devant l'histoire d'expliquer demain pourquoi ils ont boycotté. Mais il demande à ce qu'on dit sur quoi il faudra dialoguer, les termes de référence. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Cela n'a pas été fait. Si, les termes sont non, là. vous m'avez listé les termes du dialogue national. Moi, je parle du dialogue sur le processus électoral. Ça, c'est le dialogue sur le processus électoral. Très bien, c'est quoi, très rapidement? C'est ça, je l'ai lu tout à l'heure. Oui. Évaluation du processus de refonte partielle des listes. OK. Audit du fichier électoral. OK. Conditions de participation à l'élection présidentielle. OK.
proposition de précision sur certaines dispositions légales ou constitutionnelles, le mandat présidentiel, certains articles du code électoral. Personnalité, autorité ou organe consensuel devant conduire le processus électoral. L'organisation des élections locales, notamment les modes d'élection. Rationalisation des partis politiques, financement des partis politiques, statut de l'opposition, etc. Le mandat présidentiel, vous voulez dire même, il pourrait discuter si le mandat en cours doit être considéré dans le comptage du nombre de mandats au terme de la Constitution, au terme des réformes constitutionnelles, le mandat présidentiel est de 5 ans non renouvelable. Pourquoi la question du mandat parce présidentiel qu'il y a un débat qui a été agité. Ah, c'est intéressant. Mais oui, vous êtes en train de dire que le chef de l'État a disposé même à ce que ces choses soient clarifiées davantage. Mais tout. Ben intéressant. Mais tout. C'est pourquoi je crois qu'ils ont une responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne puisse exister aucun doute sur la possibilité pour lui d'avoir un troisième mandat. Absolument. Il est prêt à en discuter. S'il y a même des précisions à faire, merci pour le scoop. Il est prêt à en discuter. Merci pour le scoop. Dernière question. AIBD, ouverture du nouvel aéroport. 10 jours après, grève des aiguilleurs. Pendant 24 heures, le Sénégal était coupé du monde. Quelle réflexion vous inspire cette affaire? Vous avez 1 minute, pas plus. Il y a des choses. Avec la permission d'Ousmane Gueye. Il y a des choses inadmissibles dans ce pays. Oui. On ne peut pas, pour des revendications liées au transport, à certaines conditions de travail, paralyser ce pays pendant 24 heures, 48 heures. C'est inadmissible. Et je dois dire que le président de la République, lors de l'inauguration de l'AIBD, a avisé, a interpellé publiquement le ministre des Transports aériens en lui disant: il faudra vous concerter avec les travailleurs pour consolider la paix sociale. Je ne veux pas de problème. Et quelques jours après, il y a ces problèmes-là. Donc il faut que les responsabilités soient situées. On ne peut pas se développer si on permet des actes pareils, que je considère même peut-être comme des actes de sabotage ou des actes politiciens. Qui est responsable il est normal, de cela? Mais les deux. Moi, je crois que l'État, qui a en charge le fonctionnement de l'aéroport, doit veiller à ce que ces actes, certains actes, ne soient pas produits pour paralyser le fonctionnement de l'aéroport. Les travailleurs aujourd'hui, également, ont une responsabilité. Il est bon de revendiquer des conditions de travail et tout. Personne ne le conteste. Mais jusqu'à paralyser le pays, je crois que c'est très grave et il faut que des responsabilités soient situées. Responsabilité gouvernementale et syndicale. Absolument, responsabilité gouvernementale et syndicale. Si demain on laisse passer cette chose-là, demain on va paralyser autre chose. Vous préconisez que le président de la République prenne des sanctions. Mais dans ce pays, on ne sanctionne jamais. Très bien. On ne récompense même pas les méritants, on ne sanctionne pas les fautifs et ça ne peut pas marcher comme ça. Merci, Maître Ousmane Seye. Je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes leader du Front républicain, membre de la mouvance présidentielle. Merci d'être revenu au grand jury, présenté avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Abdoulaye Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Le journal de midi, c'est dans un instant. Ousmane Gueye, bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain. C'était un plaisir, Mamadou. Merci.